Nous allons maintenant aborder l'étude du larynx. L'étude du larynx qui est un des constituants de la filière aérienne au centre de la région cervicale antérieure. La particularité du larynx, c'est d'être aussi responsable de la formation du son laryngé, qui est l'élément initial de la voix. Le larynx est un conduit aérifère et aussi un organe phonatoire. Voici une coupe sagittale qui passe par le plan médian, qui présente les espaces aériens supérieurs, ainsi que les conduits de la trachée et de l'œsophage au niveau du cou. Voici la cavité buccale, le palais, les arcades dentaires, la silhouette de la langue. En arrière de la langue, une structure à angle aigu qui s'appelle l'épiglotte, qui participera à l'orientation du carrefour aérodigestif. Le pharynx est la cavité qui est en arrière de la cavité buccale, mais aussi des fosses nasales. Le larynx est au contraire en dessous du pharynx et est centré sur cette région qui est située à la partie moyenne du schéma entre ces deux lignes noires. En dessous, nous retrouvons dorsalement le conduit de l'œsophage et en avant celui de la trachée. Voici une coupe sagittale qui passe par le plan médian et qui va dans un premier temps détailler les structures du pharynx. Le pharynx est un conduit musculo-membraneux, impair et médian, qui est étiré dans le sens crânio-caudal. C'est donc un conduit vertical qui débute en arrière des fosses nasales, qui se poursuit en arrière de la cavité buccale, juste au-dessus de la division des voies aériennes et digestives. Ce pharynx se divise en trois niveaux, le nasopharynx en regard des fosses nasales, l'oropharynx en arrière de la cavité buccale et en dessous l'hypopharynx. L'hypopharynx siège au-dessus de la division entre œsophage et trachée. Voici en rouge les limites du larynx et le larynx se poursuit vers le bas par la trachée. On considère que la trachée débute en regard du disque C6-C7. Le larynx se décompose en trois étages, de part et d'autre de la glotte qui correspond à cette double structure marquée de deux traits noirs concave et convexe. On parle d'étage susglottique au-dessus, d'étage glottique entre ces deux lignes noires et d'étage sous-glottique en dessous, juste avant la trachée. Le larynx est un conduit musculo-cartilagineux-membraneux, impair et médian, lui aussi vertical, étiré dans le sens crânio-caudal. La limite supérieure du larynx est une limite mobile, c'est le sommet de l'épiglotte. La limite inférieure est celle du début de la trachée. Il faut noter que le larynx est plus crânial chez la femme et chez l'enfant. Et on verra que le larynx est un des caractères sexuels secondaires. Cette région est destinée à guider la trajectoire du bol alimentaire et de l'air inspiré. L'inhalation, ou encore fausse route, dirige par accident le bol alimentaire dans le larynx et la trachée. L'inhalation est un risque vital d'encombrement des voies respiratoires. Les structures du pharynx et du larynx vont être destinées à éviter ces fausses routes et à diriger le bol alimentaire depuis la cavité buccale vers l'œsophage et l'air inspiré en direction de la trachée à travers le larynx. Le larynx est le siège de la formation du son laryngé et est donc un des éléments déterminants dans la voix. Voici la comparaison du larynx et d'une flûte. Ici, le larynx est présenté sur une coupe sagittale qui passe par le plan médian. Le larynx, comme un instrument à vent, comme cette flûte, a une admission d'air
comporte un système vibratoire dont la fréquence est variable et une colonne d'air dont la longueur est variable. Cette colonne d'air sert de système résonateur. L'admission d'air, c'est le bec de la flûte, c'est aussi le conduit de la trachée sur la partie droite du schéma. L'air remonte en force des poumons. Le système vibratoire, c'est la région glottique en plein centre du larynx. La colonne d'air qui sert de résonateur est l'ensemble des voies aériennes situées au-dessus du larynx. Le larynx se comporte donc comme une colonne d'air de longueur et de forme variable. Nous reprenons le schéma en coupe sagittale passant par le plan médian et nous montrons comment l'ascension et la descente de l'ensemble du larynx dans le cou changent le volume de la colonne d'air au-dessus de lui. Le modulateur est donc l'ensemble de la musculature extrinsèque du larynx qui va faire varier la hauteur du larynx dans le cou. Cette musculature, c'est l'ensemble des muscles suprayoïdiens et infrayoïdiens. Les muscles suprayoïdiens ici, représentés par ces flèches rouges de directions différentes, montrent qu'une contraction de ce système fait ascensionner tout le larynx et raccourcit la colonne d'air. En bleu, les muscles infrayoïdiens qui attachent le larynx aux structures fixes du sternum tirent vers le bas le larynx et augmentent la longueur de la colonne d'air. Nous allons décrire étape par étape les constituants du larynx. Et pour commencer, nous allons parler des constituants cartilagineux. La première structure cartilagineuse du larynx est le cartilage thyroïde. D'un point de vue étymologique, thyroïde signifie angle dièdre ou bouclier. Et en effet, ce cartilage thyroïde, qui va être un des constituants essentiels de l'armature du larynx, ressemble à un bouclier avec deux lames réunies par un angle dièdre. Voici donc trois schémas qui vont présenter en détail le cartilage thyroïde. Une vue antérieure, une vue latérale droite et une coupe transversale. On décrit tout d'abord la proéminence laryngée. C'est ce relief qui est facile à palper au niveau de la région cervicale, particulièrement développé chez l'homme, plus que chez la femme, et qui fait donc saillie, c'est également ce qu'on appelle la pomme d'Adam. Cette proéminence laryngée est marquée en rouge sur les schémas par le numéro 1. De chaque côté, il existe une lame droite, et ce sont ces deux lames droites qui s'articulent au niveau de la proéminence laryngée pour former les deux lames du bouclier. Ces lames mesurent 25 à 30 mm de hauteur, et l'écartement entre ces deux lames, c'est-à-dire l'angle du dièdre, varie en fonction du sexe. Chez la femme, l'angle est de 90 degrés, chez l'homme, il est de 120 degrés. À la surface de cette lame droite, on décrit une ligne oblique en 3 qui correspond à une zone d'insertion musculaire extrêmement importante. Le cartilage thyroïde est surmonté de deux cornes crâniales très développées en 4. Ces cornes mesurent 15 mm de hauteur et en dessous, entre les deux lames droites, juste au-dessus de la proéminence laryngée, il existe une profonde dépression qui, là encore, est facilement palpable, surtout chez l'homme, qu'on appelle l'incisure crâniale du cartilage thyroïde, en 5. Le cartilage thyroïde se prolonge en dessous de lui par deux cornes caudales, plus courtes que les cornes crâniales, et ces cornes portent une petite surface articulaire destinée au cartilage que l'on verra ensuite, qui est le cartilage cricoïde. Ces petites cornes mesurent environ 7 mm de hauteur. Le cartilage cricoïde est le constituant suivant du larynx, constituant de l'armature du larynx. Le voici sur une vue de face, puis sur une vue dorsale.
et enfin une vue latérale droite. On décrit au cartilage cricoïde une lame cricoïdienne qui est donc dorsale, marquée en 1 sur les 3 schémas. Cette lame cricoïdienne présente un relief impair et médian vertical qu'on appelle la crête médiane dorsale. Elle est tournée du côté du rachis. Le tubercule cricoïdien est au contraire sur la partie ventrale du cricoïde et c'est une structure impaire et médiane. Le cartilage cricoïde ressemble à une sorte de bague et la lame cricoïdienne est en fait comparée au chaton de la bague. Cette bague est symbolisée ici en 4, c'est l'anneau cricoïdien. On décrit à la surface de ce cartilage plusieurs surfaces articulaires. Tout d'abord en 5, les surfaces articulaires qui correspondent au cartilage aryténoïdien ou surface articulaire aryténoïdienne en 5. Ces surfaces sont paires et symétriques au bord supérieur de la lame cricoïdienne. Puis des surfaces articulaires thyroïdiennes en 6, paires et symétriques, qui servent à l'articulation des cornes inférieures du cartilage thyroïde. Voici sur une vue de face l'articulation du cartilage thyroïde sur le cartilage cricoïde, en dessous le cylindre de la trachée, au-dessus la silhouette de l'os hyoïde. Encerclée de rouge, on retrouve ici cette zone d'articulation crico-thyroïdienne. Le cartilage cricoïde mesure environ 25 mm de hauteur au niveau de sa lame cricoïdienne et l'anneau cricoïdien est en fait un orifice de 20 mm de diamètre. Voici maintenant d'autres structures cartilagineuses qui continuent à préparer la forme complète du larynx. Ces cartilages dits aryténoïdiens sont paires et symétriques. Ils vont venir se placer au bord supérieur de la lame cricoïdienne. Les deux schémas du dessus représentent le cricoïde seul. Les deux schémas en dessous représentent le cricoïde surmonté des cartilages aryténoïdiens. Ces cartilages sont représentés ici en rouge. Ils sont assimilés à deux petites pyramides et ils se prolongent crânialement par deux petits cartilages dits corniculés, comme des petites cornes qui sont fixées en dedans du pôle supérieur de la pyramide. Ces pyramides aryténoïdiennes sont posées sur les surfaces aryténoïdiennes du cricoïde. On parle d'articulation crico-aryténoïdienne. Lorsqu'on regarde par au-dessus l'ensemble du cricoïde et des deux pyramides aryténoïdiennes, on s'aperçoit que cette pyramide a une base irrégulière avec un prolongement latéral qu'on appelle le processus musculaire des aryténoïdiens et un prolongement ventral qu'on appelle le processus vocal. Voici la présentation du cartilage épiglottique ou épiglotte, qui est donc un autre constituant de l'ensemble du larynx. Ce cartilage est présenté selon 3 incidences. Une vue latérale gauche tout d'abord, qui présente ce cartilage comme une sorte de tuile très étirée en hauteur sur 35 à 40 mm avec une concavité dorsale. Vue de face, le cartilage épiglottique ressemble à une feuille et à sa partie inférieure, cette feuille est effilée. On parle de pétiole épiglottique. Voyez qu'à la surface ventrale et dorsale de l'épiglotte, il existe de très nombreuses formations ajourées qui rendent la surface de l'épiglotte très irrégulière. Il existe une crête verticale médiane qui est présente sur la face ventrale uniquement. Voici maintenant un assemblage des cartilages que nous venons de présenter étape par étape
Et cet assemblage va permettre de comprendre un peu mieux les schémas qui vont venir, qui mettront en place, en plus des structures cartilagineuses, des structures ligamentaires et musculaires. Voici tout d'abord une vue supérieure de l'ensemble du cartilage thyroïde, du cartilage cricoïde et des deux cartilages aryténoïdiens. On reconnaît au premier plan et au-dessus du schéma l'angle du cartilage thyroïde. Dans le plan le plus profond, l'anneau du cricoïde et dorsalement les deux pyramides des cartilages aryténoïdiens. Sur cette structure, l'épiglotte n'est pas représentée. Voici maintenant une coupe sagittale qui passe par le plan médian, qui présente le côté gauche de la coupe, et on reconnaît ici, tout en bas du schéma, la coupe du cartilage cricoïde, au-dessus de lui le triangle du cartilage aryténoïdien et les deux cornes du cartilage thyroïde. Sur ce schéma, l'épiglotte est représentée, elle est même représentée comme fixée en arrière de l'angle du cartilage thyroïde. Voici enfin une vue supérieure, comme le schéma qui est tout à gauche du tableau, avec cette fois l'épiglotte de surajouter. Et on repère donc ici, vue par au-dessus, la tuile de l'épiglotte avec sa concavité dorsale, c'est-à-dire une concavité qui est en regard des cartilages aryténoïdiens. Nous allons présenter maintenant l'assemblage de tous les cartilages qui vont former le larynx et nous allons montrer comment cet assemblage est encore rigidifié par un appareil ligamentaire entre chacun des composants. Voici une vue ventrale du larynx, une vue dorsale et au centre la vue gauche d'une coupe sagittale médiane. Voici marqué en majuscule le cartilage thyroïde, le cartilage cricoïde en dessous et l'osioïde. On voit la partie supérieure du cartilage épiglotte qui dépasse de l'osioïde. La première structure que nous allons mettre en place, c'est une membrane tendue entre le cartilage thyroïde et l'osioïde. Cette membrane est représentée en 1 sur le schéma, elle est coloriée maintenant en vert et elle est renforcée en 3 points par des ligaments. Il y a un ligament médian et 2 ligaments latéraux entre les cornes de l'osioïde et les cornes crâniales du cartilage thyroïde. La deuxième structure à mettre en place, c'est la membrane qui va attacher le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde. On l'appelle la membrane cricothyroïdienne. Elle aussi, elle est renforcée par une structure ligamentaire qui est impaire et médiane, qui apparaît ici avec ses traits hachurés verticaux. On met en place ensuite des ligaments qui vont attacher les cartilages aryténoïdes au cartilage cricoïde. On parle de ligaments crico-aryténoïdiens qui sont en fait en dessous des pyramides des aryténoïdes et qui sont présents sur toute la surface, sur toute la base d'implantation des aryténoïdes. Les cartilages aryténoïdes sont donc particulièrement bien attachés au cartilage cricoïde. Dernière structure ligamentaire, l'ensemble des ligaments cricothyroïdiens. Ce sont des ligaments extrêmement petits mais très puissants qui vont attacher la corne caudale du cartilage thyroïde au cartilage cricoïde. Ces structures ligamentaires ne se voient que sur la vue dorsale du larynx. Et puis nous allons profiter de ces schémas pour mettre en place une structure musculaire et une seule, c'est le muscle cricothyroïdien. Ce muscle est étudié à part parce que c'est la seule structure musculaire extrinsèque du larynx.
Voici cette structure musculaire qui est pérésymétrique. C'est un muscle qui a la forme d'un petit éventail fixé sur l'anneau antérieur du cricoïde et qui s'étale à la partie inférieure du cartilage thyroïde. Ce muscle, lors de sa contraction, a tendance à faire basculer ventralement et vers le bas l'ensemble du cartilage thyroïde sur le cricoïde, comme si le cartilage thyroïde pivotait sur son articulation crico-thyroïdienne. Voici la bascule du cartilage thyroïde ventralement et caudalement. Cette bascule aura un rôle très important pour tout l'appareillage interne du larynx. Dans ce mouvement de bascule, nous verrons que l'ensemble des cordes vocales sera tendu, alors qu'en position verticale, le cartilage thyroïde détend les cordes vocales. Le muscle cricothyroïdien est donc un muscle tenseur des cordes vocales. Nous allons poursuivre ici la mise en place du système ligamentaire du larynx, avec une vue qui est une vue gauche d'une coupe sagittale médiane, une vue supérieure du larynx après avoir ôté l'épiglotte. Tout d'abord, nous mettons en place les ligaments io-épiglottiques, c'est-à-dire des structures qui attachent l'osioïde, au niveau de sa face dorsale, à la face antérieure du cartilage épiglottique. Puis, nous présentons les ligaments ari-épiglottiques, qui sont pérésymétriques, qui attachent chaque cartilage aryténoïdien, et plus particulièrement au niveau du sommet de la pyramide, avec la face postérieure de l'épiglotte. Puis les ligaments thyro-épiglottiques, qui attachent le pétiole de l'épiglotte à la face postérieure du dièdre du cartilage thyroïde. Voici ensuite les structures des ligaments vestibulaires et des ligaments vocaux qui sont tous deux tendus entre les cartilages aryténoïdiens et le cartilage thyroïde. Les ligaments vestibulaires sont sous-jacents, plus longs que les ligaments vocaux. Les ligaments vocaux sont tendus plus exactement entre le processus vocal de l'aryténoïde et l'angle postérieur, la face postérieure du dièdre du cartilage thyroïde. Voici maintenant l'appareil musculaire du larynx après avoir mis en place les cartilages du larynx et les ligaments qui les attachent. Voici une coupe sagittale passant par le plan médian et présentée par le côté gauche, et au centre de la page, une vue supérieure du larynx après avoir ôté l'épiglotte. Le premier muscle présenté est le muscle ari-épiglottique, tendu entre le sommet de la pyramide aryténoïdienne de chaque côté et la face postérieure de l'épiglotte. Ce muscle est représenté sectionné sur le schéma au centre. Il est coloré dans sa totalité à gauche. À droite de la page, on présente l'effet de ce muscle sur l'épiglotte. Par sa contraction, il fait basculer l'épiglotte vers le bas et en arrière. Et c'est en fait les ligaments io-épiglottiques qui, par leur simple élasticité, font reprendre à l'épiglotte sa place initiale lorsque le muscle se relâche. Nous présentons ensuite le muscle thyro-aryténoïdien composé de deux parties, une partie vestibulaire ou médiale et une partie latérale. Ce muscle complexe dans sa forme est en fait destiné à rigidifier les ligaments vocaux et les muscles vocaux que nous verrons un peu plus loin. Voici en deux couleurs ce muscle thyro-aryténoïdien. La partie latérale, en beige pâle, est une partie plane, très étalée en hauteur, alors que la partie vestibulaire, représentée en beige foncé, est une partie plutôt fusiforme du muscle. Puis nous rajoutons
sur les schémas les muscles vocaux. Ces muscles vocaux sont différents chez l'homme et chez la femme, c'est ce qui explique les différences de voix entre la voix masculine et féminine. Le muscle vocal mesure 20 mm de longueur chez l'homme et 15 mm seulement chez la femme. Ce muscle vocal est représenté sur le schéma de gauche par cette bande musculaire en marron sombre en dessous du muscle thyro-aryténoïdien et par cette double bande marron sombre sur le schéma central. On voit que ce muscle vocal est tendu entre la face postérieure du dièdre du cartilage thyroïde et de chaque côté les deux processus vocaux des aryténoïdes. Nous poursuivons la description de l'appareil musculaire du larynx en présentant l'effet du muscle ari-épiglottique sur l'ensemble de la filière laryngée. Voici une coupe sagittale passant par le plan médian qui présente tout le carrefour aérodigestif depuis le palais, en haut du schéma, jusqu'à la trachée et l'œsophage, tout en bas du schéma. Nous retrouvons les structures mises en place dès la diapositive d'introduction. Et nous présentons ici, lors de la contraction du muscle ari-épiglottique, la bascule de l'épiglotte vers le bas et l'arrière. Voyez qu'à l'extrême, cette bascule épiglottique va servir d'occlusion à l'orifice supérieur du larynx. C'est cette occlusion qui participe à l'étanchéité du larynx lors du passage du bol alimentaire. Il n'y aura ainsi pas de liquide ou de solide qui passeront dans la filière respiratoire. Lorsque le muscle se relâche, le ligament impose à l'épiglotte de reprendre sa place. Voyez que l'épiglotte forme un repli au sein de ces espaces aériens qui est situé exactement derrière la partie dorsale de la langue qu'on appelle la base de la langue. Voici une vue supérieure de l'ensemble du larynx après ablation de l'épiglotte. Et voici une vue dorsale des structures du larynx. Et nous allons continuer la description de l'appareil musculaire en mettant en place cette fois le muscle crico-aryténoïdien dorsal. Ce muscle est ici représenté en bleu. C'est un muscle périsymétrique qui est attaché à la face dorsale de la lame cricoïdienne et qui se termine en avant sur le processus musculaire des aryténoïdes. Lorsque ce muscle se contracte, il va provoquer une abduction des cordes vocales, c'est-à-dire de l'ensemble des ligaments et des muscles vocaux. Les insertions des muscles gauche et droit sont très proches l'une de l'autre, de part et d'autre de la crête médiane dorsale. Voici l'effet de ces muscles. Il faut comprendre que dans l'articulation crico-aryténoïdienne, les pyramides aryténoïdiennes peuvent pivoter sur l'anneau au niveau de ces points rouges ici qui matérialisent donc l'axe de rotation. Les petites flèches bleues montrent l'effet des muscles crico-aryténoïdiens dorsaux. Il existe à l'inverse des muscles crico-aryténoïdiens latéraux périsymétriques entre l'anneau cricoïdien au niveau de sa partie latérale moyenne et les processus musculaires des aryténoïdes. Ils sont ici soulignés en rouge et sur le petit schéma en bas à gauche, les flèches rouges montrent l'effet de ces muscles sur les cordes vocales. Voici tout en bas à droite une simulation de l'adduction des cordes vocales et de l'abduction des cordes vocales. Enfin, on décrit un ensemble de muscles interaryténoïdiens.
C'est un ensemble qui apparaît sur la vue supérieure et sur la vue dorsale comme attachant les faces médiales des deux pyramides aryténoïdiennes. Par la contraction de cet ensemble musculaire, on accentue l'adduction des cordes vocales, donc le rapprochement des cordes vocales. Et puis, nous pouvons mettre en place sur la vue supérieure le muscle cricothyroïdien qui faisait l'objet d'une présentation sur un des tout premiers schémas de ce cours, sur l'appareil ligamentaire du larynx. Ce muscle, chaque fois qu'il va se contracter, va donc faire basculer vers le bas et l'avant le cartilage thyroïde sur le cricoïde. Dans ce phénomène de bascule, le cartilage thyroïde va étirer les cordes vocales. Ce muscle sera donc un tenseur des cordes vocales. Voici quelques mots maintenant de la fonction phonatoire du larynx. Nous allons essayer d'expliquer ce qui va former le son laryngé. Il faut comprendre que l'adduction des cordes vocales est là pour sectionner périodiquement le jet d'air qui remonte de la cage thoracique en direction des voies aériennes supérieures. Cette section périodique va permettre la vibration des cordes vocales. Cette vibration va varier car ces cordes seront plus ou moins tendues et que leur longueur sera plus ou moins longue. Ce sont les muscles cricothyroïdiens et thyroaryténoïdiens qui vont agir dans ce sens. Et voici, sur le schéma en vue supérieure, le rappel de la position de ces muscles. Si les cordes sont courtes et tendues, le son sera aigu. À l'inverse, des cordes vocales plus longues et moins tendues provoqueront un son plus grave. Il est difficile de savoir exactement, même à l'heure actuelle, si ces contractions périodiques sont synchronisées de vibrations propres des muscles vocaux et des muscles thyroaryténoïdiens. Ce qu'il faut retenir plus simplement, c'est que le larynx va pouvoir faire varier trois critères dans le son laryngé. Tout d'abord, l'intensité du son, en augmentant la pression sous-glottique. Cette pression sera plus importante si la fente laryngée était plus étroite et si, bien évidemment, la pression de la cage thoracique est plus importante. Le larynx fera varier également la hauteur ou la fréquence du son laryngé en faisant varier la fréquence de vibration des cordes. Il faut savoir qu'une corde vocale peut vibrer jusqu'à 2000 fois par seconde. Ensuite, le larynx intervient dans le timbre du son vocal. Si les cordes sont en adduction, le timbre de la voix sera clair ou encore brillant. Si les cordes vocales sont un tant soit peu séparées l'une de l'autre, le timbre de la voix sera voilé. Voici sur cette diapositive une coupe frontale du larynx, depuis l'épiglotte en haut jusqu'à la lumière de la trachée en bas. Cette coupe va représenter toutes les structures que nous avons mises en place jusqu'alors, en rajoutant la muqueuse qui va tapisser l'intérieur de la cavité laryngée. Nous présentons ici la moitié ventrale de cette coupe, vue par en arrière. En avant de l'épiglotte, on retrouve l'osioïde, puis en dessous une coupe qui passe par le cartilage thyroïde, puis une coupe du cartilage cricoïde, et enfin une coupe du premier anneau trachéal. Il y a entre l'osioïde et le cartilage thyroïde une membrane tendue, c'est la membrane thyroïdienne, et entre cartilage thyroïde et cartilage cricoïde, il y a une membrane qui est doublée d'un système musculaire, c'est ici le muscle cricothyroïdien. Nous mettons en place tout en haut
les muscles et ligaments ari-épiglottiques, puis en dessous l'ensemble des muscles thyro-aryténoïdiens. Il y a une structure latérale très étirée en hauteur, qui est doublée en dedans d'elle par une structure vestibulaire fusiforme. En dessous, le muscle crico-aryténoïdien latéral. Et juste sous la muqueuse, c'est-à-dire juste sous la lumière du larynx, on retrouve le ligament vestibulaire et en dessous de lui, le ligament vocal. Juste plus latéral que le ligament vocal, on met en place le muscle vocal. C'est l'ensemble muscle et ligament vocal qui forment la corde vocale. Il existe un espace libre entre l'épiglotte et la face postérieure de la membrane thyroïdienne. Cet espace est marqué ici par cette double flèche rouge. La partie en pointillé passe donc en avant de l'épiglotte. Dans cet espace, il y a un sinus, un récessus qui est en arrière de la base de la langue. C'est ce qu'on appelle le sinus piriforme. Voici la présentation des cavités du larynx sur une coupe frontale. Ici, c'est la moitié ventrale de la coupe qui est présentée, vue par en arrière. En haut du schéma, nous retrouvons la silhouette de l'épiglotte, qui sera donc ici recouverte de muqueuse laryngée. Et à l'extrémité opposée, tout en bas du schéma, la lumière trachéale. Dans cette lumière du larynx, on retrouve une première proéminence, un premier pli, c'est le pli vestibulaire. En dessous de lui, un pli périsymétrique lui aussi, qu'on appelle la corde vocale. La corde vocale est l'ensemble du muscle vocal et du ligament vocal de chaque côté. Entre ces deux saillies dans la lumière du larynx, il existe une petite cavité, dit ventricule du larynx, périsymétrique. Cette cavité est percée d'un petit orifice borgne qui ouvre dans une petite cavité dépendante du ventricule qu'on appelle la sacule laryngée. On voit sur le schéma en pointillé la projection de cette cavité borgne qui n'est pas développée dans l'espèce humaine mais qui dans certaines espèces inférieures peut prendre de grandes proportions. L'espace rétréci sur le cheminement de l'air à travers le larynx s'appelle la fente glottique, ou plus simplement la glotte. Et c'est de part et d'autre de ce niveau, défini comme les 4 plis, 2 plis vestibulaires et 2 plis vocaux, que l'on parle d'étage sous-glottique en dessous et d'étage susglottique au-dessus. Voici sur cette diapositive la présentation de la laryngoscopie indirecte. C'est l'examen du larynx fait avec l'aide d'un miroir. Ce miroir est introduit par la bouche et le miroir en position oblique est dirigé vers le bas au niveau de l'oropharynx pour pouvoir observer le larynx. Voici 2 vues que renvoie le miroir, l'une lors de l'émission d'un son, l'autre lors de l'inspiration. En 1, nous mettons en place la base de la langue et ces images arrondies à la surface sont les papilles de la base de la langue. En 2, l'épiglotte, ici au niveau de sa partie concave, c'est-à-dire sa face postérieure. Puis, nous voyons les plis vestibulaires au premier plan sous le niveau de l'épiglotte. Le pli vocal est la deuxième ligne, ou plutôt le bord médial de cette structure. Le pli vocal est situé un peu plus caudalement que le pli vestibulaire. Les structures dorsales correspondent aux cartilages aryténoïdes qui sont recouverts par la muqueuse laryngée. En arrière du repli formé par la muqueuse sur les aryténoïdes
s'ouvre la bouche de l'œsophage. Lors de l'émission d'un son, les cordes vocales sont plaquées l'une contre l'autre, elles sont donc en adduction, pour permettre la formation d'un son avec un timbre le plus net possible. Lors de l'inspiration, les cordes vocales sont en abduction, c'est-à-dire qu'elles sont largement écartées l'une de l'autre pour permettre à l'air de passer dans la trachée. Lors de cette abduction, on peut même voir à travers la fente glottique les premiers anneaux de la trachée. Voici une laryngoscopie indirecte photographiée avec ici les deux cordes vocales l'une contre l'autre. Elles sont en adduction pour la formation d'un son. Voici lors de l'inspiration un autre individu examiné avec un miroir. On voit ici l'ouverture large de la fente glottique et les premiers anneaux trachéaux vus dans la lumière de la trachée. Il faut parler maintenant de l'innervation du larynx qui va animer l'ensemble des structures musculaires que nous avons décrites. Voici une vue latérale droite du larynx avec les nerfs qui vont permettre la motricité du larynx. Mais aussi, nous parlerons un peu de l'innervation sensitive de la muqueuse laryngée. Voici une vue dorsale qui va compléter ces notions. La première structure nerveuse à mettre en place est le nerf laryngé crânial. C'est une branche du nerf vague de chaque côté. Ce nerf arrive à la hauteur de l'osioïde et se divise avec un rameau dit interne qui va rejoindre la membrane thyroïdienne, la perforer pour passer à l'intérieur du larynx et rester sous la muqueuse. Ce rameau interne aura un rôle sensitif pour toute la muqueuse laryngée haute. On le voit à droite se ramifier pour répartir ses fibres vers le haut et vers le bas. Le nerf laryngé crânial donne également un rameau externe. Il est dit externe car il va rester systématiquement à l'extérieur du larynx pour courir sur les faces latérales du cartilage thyroïde et donner l'innervation motrice du muscle cricothyroïdien. C'est le seul muscle qui sera innervé par ce nerf. Ce nerf va également perforer ce muscle, perforer la membrane cricothyroïdienne et apporter une innervation sensitive à la muqueuse laryngée basse. Ensuite, il existe un nerf laryngé caudal qui, on le voit, a une direction verticale ascendante pour se glisser ensuite derrière l'angle cricothyroïdien et innerver l'ensemble des autres muscles du larynx. Donc, seul le muscle cricothyroïdien au sein du larynx ne sera pas innervé par ce nerf laryngé caudal, mais par le nerf laryngé crânial. Le nerf laryngé caudal a un rôle moteur essentiel. Il a, selon les auteurs, un rôle sensitif ou non. Voici sur une vue générale de la circulation artérielle du cou et du médiastin l'origine des nerfs laryngés caudaux. Nous voyons au premier plan l'arche aortique avec ses trois troncs supra-aortiques, tronc artériel brachiocéphalique, carotide commune gauche et artère subclavière gauche. En arrière, la division de la trachée en deux bronches et encore plus en arrière, le tube œsophagien. On commence par suivre la trajectoire du nerf vague droit qui va descendre dans le médiastin et donner le nerf laryngé caudal droit au niveau où il croise l'artère subclavière. Ce nerf forme une crosse récurrente qui passe donc sous l'artère subclavière et qui rejoint ensuite le bord latéral droit de la trachée. Du côté gauche, le nerf vague gauche passe du cou vers le médiastin. Il est plus latéral que l'arche aortique et sous l'arche aortique, il donne un nerf laryngé
caudal gauche qui est récurrent, qui va ensuite se glisser dans l'angle entre trachée et œsophage, et il restera dans cette disposition jusqu'à sa terminaison au niveau cervical. Ainsi, le nerf laryngé caudal droit sera strictement cervical, alors que le nerf laryngé caudal gauche sera à la fois médiastinal et cervical.